Le commandant éclaireur Xylo avait vu bien des choses étranges au cours de ses 300 ans de service à l'Empire galactique. Il avait cartographié des systèmes stellaires inconnus, découvert de nouvelles formes de vie et catalogué des dizaines d'espèces primitives. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui apparut sur son scanner ce jour-là. Son vaisseau dérivait près de la limite de l'éperon d'Orion, une région calme de l'espace où il ne se passait jamais rien d'important. L'Imperium avait exploré cette région il y a 3000 ans et n'y avait trouvé qu'une seule espèce digne d'intérêt, les humains. À cette époque, ils utilisaient à peine des outils en métal. Le rapport indiquait qu'il leur faudrait au moins 10 000 ans de plus avant de pouvoir quitter leur planète. Le scanner émit un bip. Xylote fixa l'écran et se figea. Une signature énergétique, ni naturelle, ni impériale. Quelque chose de nouveau. Il appuya sur un bouton et zooma. Un vaisseau apparut sur son écran. Mais quel étrange vaisseau! Ixil avait étudié les vaisseaux de toutes les espèces connues. Tous obéissaient aux mêmes règles fondamentales. Les vaisseaux étaient symétriques. Les vaisseaux étaient efficaces. Les vaisseaux ressemblaient à des outils conçus dans un but précis. Ce vaisseau-ci semblait anormal. Un côté était différent de l'autre. Des marques et des symboles étaient peints sur sa coque. Certaines parties semblaient n'avoir aucune fonction apparente. Exilo analysa le dessin sur son ordinateur, mais la machine ne put l'identifier. Il ouvrit un canal de communication. Son traducteur crépita un instant, cherchant les bonnes structures linguistiques. Une voix répondit. Sa voix avait un accent étrange, mais elle était claire. Ici, l'UNSS Endeavour du Service spatial des Nations Unies. Nous venons en paix. Xylo consulta ses dossiers. Nations Unies. Des humains. Ces primitifs utilisateurs d'outils d'il y a 3000 ans. Impossible. Je suis le commandant éclaireur Xylote de l'Imperium galactique. On ne s'attendait pas à ce que votre espèce parvienne à voyager dans l'espace avant des milliers d'années. Comment avez-vous construit un moteur supraluminique? Le capitaine humain rit. C'était un rire chaleureux et amical. Nous avons travaillé dur. Cela nous a pris du temps, mais nous y sommes arrivés. Souhaiteriez-vous monter à bord et discuter? Xylo était entraîné pour les situations de premier contact. Le protocole était clair. Monter à bord, inspecter leur technologie et déterminer s'ils représentent une menace pour l'Imperium. Je demande l'autorisation d'accoster et de procéder à une inspection standard de votre vaisseau. Il y eut un silence, puis l'humain reprit la parole, et cette fois, sa voix semblait embarrassée. « Ah, ça risque d'être un peu délicat, nos choix en matière de décoration intérieure. Eh bien, ils sont très humains. Cela pourrait prêter à confusion culturellement. Que diriez-vous de nous rencontrer dans une station neutre? » Xylo ressentit une pointe d'inquiétude. Que cachait-il? Toutes les espèces de l'Imperium acceptaient volontiers les inspections. Leurs vaisseaux étaient identiques, à l'intérieur comme à l'extérieur. Propreté impeccable, fonctionnalité parfaite. Il effectua des scans détaillés du vaisseau et les envoya au quartier général impérial. Il accepta alors de rencontrer les humains dans une station commerciale voisine. 3 jours plus tard, Xylo se trouvait dans une salle de conférence avec 5 autres commandants impériaux. Tous fixaient l'image holographique du vaisseau humain qui tournait lentement dans les airs. « C'est incompréhensible », pensa-t-il. L'amiral Creighton était l'officier le plus ancien présent. Il avait participé à 17 guerres et conçu 6 classes de vaisseaux. Regardez la coque, ce n'est pas symétrique. La répartition du poids est complètement fausse. Et que sont ces marques? Des décorations, dit Xylo. De l'art, comme ils appelaient Saint-Tyr. Les humains peignaient leurs vaisseaux. Un silence se fit dans la pièce. Personne ne peignait ces vaisseaux. Les vaisseaux étaient nés des outils. On ne décore pas un outil. Le maître ingénieur Vorat s'approcha de l'hologramme. Il désigna une zone près de l'arrière du vaisseau. Cette zone-ci, les analyses montrent qu'elle est remplie de plantes, des plantes vivantes, à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Un autre commandant, un Krélien nommé Sharks, fit un geste dédaigneux. Ils doivent transporter des provisions, des vivres. Voraft secoua la tête. Non, les plantes poussaient à...
Ils ont un jardin sur un navire diplomatique. Et ici, Siloth désigna un autre endroit. Cela semble être un espace de loisirs. Les humains confirmèrent qu'il s'agissait d'un lieu où l'équipage faisait de l'exercice et jouait. L'amiral Crétan parut perturbé. Sur un vaisseau conçu pour l'exploration spatiale lointaine. Oui, monsieur. Ils ont aussi quelque chose appelé un Messaoul. Il est plus grand que l'ensemble de nos quartiers d'équipage. Ils l'utilisent pour prendre leur repas ensemble et se retrouver. Les commandants échangèrent en un regard. Les vaisseaux impériaux disposaient de postes de ravitaillement, de petits espaces fonctionnels où les membres d'équipage consommaient rapidement leurs rations nutritives avant de reprendre le travail. L'idée d'une grande salle uniquement pour les repas en commun semblait un gaspillage. Vorat effectua des calculs sur sa tablette. D'après mon analyse, le vaisseau humain est 34% moins efficace que notre conception optimale. Il gaspille énormément d'espace pour le confort de l'équipage. L'amiral Créton acquiesça lentement. Alors, il ne représente pas une menace militaire. Aucune espèce ayant conçu des vaisseaux aussi mal conçus ne peut rivaliser avec l'ingénierie impériale. Nous les accueillerons au sein de l'Imperium, tant qu'espèces membres mineures. Ils pourront apprendre de nous les techniques de conception navale appropriées. Mais Xylo n'en était pas si sûr. Il avait rencontré la capitaine humaine. La femme était confiante, détendue et perspicace. Son équipage semblait heureux. Tous les équipages impériaux qu'il connaissait étaient stressés, efficaces et épuisés. Quelque chose clochait. Monsieur, peut-être devrions-nous nous renseigner sur les raisons qui ont poussé la conception de ces vaisseaux à les congédier. L'amiral Crétan fit un geste de la main. Il n'y a rien à apprendre. L'efficacité est l'efficacité. Nous avons perfectionné la conception des vaisseaux spatiaux depuis plus de 50 000 ans. Ces humains sont tout simplement trop primitifs pour comprendre les principes de l'ingénierie. Nous sommes congédiés. Les commandants quittèrent la pièce. Mais Xylo resta en arrière, fixant l'hologramme de l'étrange vaisseau humain. Un pressentiment lui disait que l'Imperium se trompait. Un pressentiment lui disait que ces humains avaient compris quelque chose d'important que l'Imperium avait oublié. Il ignorait encore de quoi il s'agissait. 6 mois passèrent. L'Imperium galactique invita l'humanité à envoyer davantage de vaisseaux pour des échanges culturels. 12 vaisseaux humains arrivèrent dans l'espace impérial. L'amiral Créton décida de les inspecter personnellement. Ce qu'il vit le choqua davantage encore que le premier vaisseau humain. Chaque vaisseau était complètement différent. L'un ressemblait à une créature terrestre appelée requin. Un autre était doté d'immenses fenêtres sur toute sa longueur. Un troisième vaisseau était peint de couleurs vives, sa coque recouverte d'inscriptions en langue humaine. Le plus grand, un bâtiment militaire nommé UNSS Indomitable, arborait l'image d'une femme sur sa proue et l'inscription « Maîtresse de la mort » en lettres rouges. L'amiral Créton convoqua une réunion d'urgence de son conseil de guerre. Tous les experts militaires de l'Imperium se pressèrent dans la grande salle. Les écrans holographiques montraient les 12 vaisseaux humains en rotation lente. Du jamais vu. La voix de l'amiral trahissait son inquiétude. En 50 000 ans, nous n'avons jamais rencontré d'espèce spatiale dotée d'une philosophie de conception aussi chaotique. L'ingénieur en chef Vorat, à son poste, examinait des données. Mon équipe a analysé chaque vaisseau humain. Aucun n'est identique. Elles utilisent des configurations de coques différentes, des emplacements d'armement différents, des aménagements intérieurs différents. C'est comme si chaque vaisseau avait été conçu par une espèce complètement différente. Une jeune officière nommée Télix leva la main. « Monsieur, j'ai étudié les archives. Toutes les civilisations connues suivent le même processus de développement. D'abord, elles construisent de nombreux modèles de vaisseaux différents. Puis, par tâtonnement, ils découvrent la conception optimale. Dès lors, tous leurs vaisseaux se ressemblent, car cette conception est la plus efficace. » Exactement. Vorit acquiesça. Nous, dans l'Imperium, avons découvert la symétrie parfaite il y a 200 000 ans.
L'Empire crélien l'a découverte il y a 100 000 ans, les Venturi, il y a 50 000 ans. Chaque espèce parvient à la même conclusion, car les lois de la physique restent immuables. Alors pourquoi les humains n'en sont-ils pas arrivés là? Demanda l'amiral Creighton. Vorath afficha un scan détaillé. Parce qu'ils accordent la priorité aux mauvaises choses. Regardez ça. L'UNSS Indomitable possède une salle de sport équipée d'appareils de musculation. Elle dispose d'une bibliothèque avec des livres. Elle a une cafétéria pouvant accueillir 200 membres d'équipage. Elle possède même ce qu'ils appellent un salon d'observation, avec des fauteuils confortables face à de grandes fenêtres. Les membres du conseil murmurèrent entre eux. Les vaisseaux impériaux ne possédaient rien de tout cela. Les membres d'équipage faisaient de l'exercice dans leur quartier, avec l'équipement standard. On accédait aux informations grâce à des tablettes et non à des livres. Les repas étaient pris rapidement au ravitaillement. Et pourquoi aurait-on besoin de regarder par un hublot dans l'espace? Il n'y avait rien à voir que des étoiles. Le commandant Xylo, qui avait rencontré les humains en premier, prit la parole. J'ai consulté leurs archives. Les humains ont passé 3000 ans à voyager dans l'espace avant de maîtriser la technologie supraluminique. Durant tout ce temps, ils ont voyagé à bord de vaisseaux plus lents pendant des années, voire des décennies. C'est ce que demanda Sharks, le commandant crélien. Ils apprirent alors à concevoir des vaisseaux pour les missions de longue durée. Ils construisirent leurs bâtiments en privilégiant le confort et la santé mentale de l'équipage. Ils découvrirent que des équipages heureux sont plus performants que des équipages stressés. Sharks rit. C'est une pensée primitive. Les équipages modernes sont des professionnels. Ils n'ont pas besoin d'être heureux. Ils ont besoin d'être efficaces. L'amiral Creighton acquiesça. L'Imperium a perfectionné l'entraînement des équipages depuis des millénaires. Notre personnel est capable de fonctionner à plein rendement pendant des mois. Mais Xylo insista. « Monsieur, j'ai parlé avec plusieurs membres d'équipage humains. Ils restent à bord de leur vaisseau pendant des années. Certains considèrent leur vaisseau comme leur foyer, et non comme un simple lieu de travail. Un foyer? Vorath parut perplexe. Un vaisseau est un outil. On ne vit pas dans un outil. Les humains, si. Siloth afficha une image de l'intérieur de l'UNSS Endeavour. Regardez ce couloir. Les murs sont ornés de peintures, d'œuvres réalisées par les membres d'équipage. Et voici les quartiers privés. On y trouve des photos de famille, des livres, des plantes, des objets de décoration personnelle. Chaque cabine est différente. Le conseil contempla les images. Les quartiers impériaux étaient identiques. Chaque cabine comprenait un lit, un meuble de rangement et un poste de travail. Rien de plus. Les effets personnels étaient rangés dans le meuble de rangement lorsqu'ils n'étaient pas utilisés. L'idée d'exposer en permanence des objets de décoration personnelle paraissait étrange. C'est un gaspillage. L'amiral Creighton déclara fermement. Les humains gaspillent des ressources en confort superflu. Face à un véritable défi militaire, ils se rendront compte de leur erreur. Vorath effectua les derniers calculs. D'après mon analyse, si les humains supprimaient tous les systèmes non essentiels et repensaient leurs vaisseaux selon des spécifications optimales, ils pourraient accroître leur efficacité de 42%. L'amiral Creighton acquiesça. Nous leur ferons parvenir nos recommandations. En signe de bonne volonté, nous partagerons avec eux nos principes de conception navale. Avec le temps, ils comprendront la pertinence de notre approche. Mais cette nuit-là, Xylo ne put fermer l'œil. Il repensait sans cesse à la capitaine humaine qu'il avait rencontrée. Elle avait été confiante, alerte et d'une grande créativité. Son équipage était énergique et enthousiaste. Tous les équipages impériaux qu'il connaissait étaient compétents mais épuisés. Il consulta de nouveau les plans des vaisseaux humains et les étudia attentivement. Plus il les examinait, plus il comprenait. Les humains ne concevaient pas leurs vaisseaux pour qu'ils soient efficaces. Ils les concevaient comme des foyers. Ils ont bâti des communautés capables de voyager dans l'espace.
Chaque vaisseau était unique, car chaque équipage l'était aussi. Le vaisseau reflétait la personnalité et la culture de ses occupants. Les décorations n'étaient pas superflues. Elles rappelaient à l'équipage la raison de sa présence dans l'immensité obscure de l'espace. Elles étaient un lien avec leur foyer, leur famille, leur raison d'être. L'Imperium avait tout optimisé. Il avait créé la machine de guerre parfaite. Mais en cours de route, il avait oublié que les vaisseaux n'étaient pas de simples machines. Leurs équipages étaient non des êtres vivants avec des émotions, des besoins et des rêves. Exilo rédigea un rapport suggérant à l'Imperium d'étudier la psychologie des équipages avant de rejeter sa philosophie de conception. Il le soumit à l'amiral Creighton. L'amiral le rejeta. L'efficacité était l'efficacité. L'Imperium avait perfectionné la conception des vaisseaux spatiaux. Il n'y avait rien à apprendre d'une espèce qui aménageait des jardins et des salles de jeu sur ses vaisseaux de guerre. Mais Xylo soupçonnait l'Imperium de se tromper, et il craignait qu'ils ne découvrent leur erreur trop tard. Un an après, le premier contact, l'Imperium galactique organisa la Grande Exposition. C'était l'événement le plus prestigieux de l'espace connu. Chaque civilisation spatiale y présentait son vaisseau le plus abouti, symbole de ses prouesses technologiques. L'Imperium avait dépêché l'étoile de la victoire, un cuirassé colossal, fruit de 200 000 ans d'ingénierie raffinée. Il était parfaitement symétrique, d'un argent étincelant et identique à tous les autres cuirassés impériaux de la flotte. C'était le but recherché. La perfection impliquait l'absence de toute variation. L'Empire crélien présenta le croc de la domination, un vaisseau de guerre élégant presque identique au cuirassé impérial. Espèce différente, même conception optimale. La coalition Venturi offrait l'harmonie parfaite. Un autre vaisseau symétrique, ne différant que légèrement des autres exposés. Puis, l'humanité fit son apparition. L'UNSS Indomitable sortit de sa phase de voyage supraluminique et tous les scanners de l'exposition se verrouillèrent sur lui. Le vaisseau était massif, presque aussi grand qu'un cuirassé impérial. Mais la ressemblance s'arrêtait là. La coque était peinte en gris foncé, avec des sections d'un rouge vif. Sur la proue, une grande image d'une femme en vêtements d'époque souriait aux étoiles. En dessous d'elle, les mots « maîtresse de la mort » étaient inscrits en lettres de 10 mètres de haut. Le blindage provenait manifestement de sources diverses. Certaines parties y étaient plus sombres que d'autres. Certaines portaient des marques de bataille antérieures. Le navire semblait avoir été construit à partir de pièces détachées et décoré par des artistes. L'amiral Creighton observait la scène depuis le pont de commandement de la plateforme d'exposition impériale. À ses côtés, l'ambassadeur Thiel de Krelian éclata de rire. « Voilà ce que les humains nous offrent. Cette monstruosité, on dirait un cargo attaqué par une usine de peinture. » D'autres ambassadeurs sourirent. La délégation Venturi murmura entre elles. Les humains s'étaient couverts de honte devant toute la galaxie. La capitaine humaine, la commandante Sarah Chen, accosta sur la plateforme et entra dans le hall de réception. Vêtue d'un uniforme impeccable, elle adressa un sourire chaleureux aux dignitaires réunis. « Merci d'avoir invité l'humanité à cet événement prestigieux. Nous sommes honorés de vous présenter les plans de notre vaisseau. » L'ambassadeur Thiel ne put se contenir. « Commandant Chen, je dois vous demander pourquoi vous avez amené un vaisseau aussi mal conçu. L'humanité possède certainement des vaisseaux plus présentables. » Le sourire du commandant Chen ne faiblit pas. « L'Indomptable est l'un de nos meilleurs vaisseaux. Elle est en service depuis 12 ans et a accompli 37 missions dans l'espace lointain. Son équipage la considère comme le meilleur vaisseau de la flotte. Mais Delry désigna l'écran holographique. Elle est asymétrique. L'armure est dépareillée et les décorations sont d'un goût douteux. » Chen observa longuement l'ambassadeur Krélien. Ces décorations racontent une histoire. La femme sur le nez est une pin-up, une vieille tradition terrienne. Elle symbolise le foyer et l'espoir. Les parties rouges de l'armure proviennent de la bataille des fils de Titane où l'Indomptable a sauvé un vaisseau colonial. L'équipage a voté pour conserver ces plaques en souvenir. Chaque marque, chaque éraflure sur la coque représente une mission accomplie et des membres d'équipage ramenés sains et saufs.
Un silence s'installa dans la salle. L'amiral Creighton s'avança. Commandant Chen, l'Empire galactique a étudié en détail les plans de votre vaisseau. Nous estimons qu'ils sont 34% moins efficaces que les spécifications optimales. Nous ne voulons manquer de respect à personne, mais l'humanité pourrait sans doute bénéficier de notre expertise en ingénierie. Chen acquiesça, pensif. J'apprécie votre proposition, amiral, mais je me demande si l'efficacité est mesurée correctement. Seriez-vous disposé à effectuer un test? Un test? Quel genre de test? Une simple comparaison. Votre meilleur vaisseau contre le mien. Nous effectuons les mêmes manœuvres de combat, les mêmes exercices d'urgence, les mêmes vérifications des systèmes. Puis nous comparons les résultats. L'ambassadeur Thiel rit de nouveau. Le croc de la domination relève votre défi. Ce sera instructif pour les humains. Le lendemain, les deux vaisseaux se rendirent sur le site d'essai. Des observateurs de toutes les grandes civilisations assistèrent aux démonstrations. Le croc de la domination crélienne était un spectacle magnifique. Chaque ligne était parfaite, chaque système optimisé. Elle représentait 100 000 ans d'excellence en ingénierie. L'UNSS indomitable paraissait rudimentaire et étrange à côté. Le test commença. Les deux vaisseaux exécutèrent des manœuvres complexes. Démarrage d'urgence des moteurs, changement de cap rapide, simulation de ciblage d'armes, exercice de récupération des systèmes. Le vaisseau crélien se comporta parfaitement. Chaque manœuvre était exécutée avec une précision parfaite. L'équipage travaillait comme une machine. Le vaisseau humain, lui, était différent. Les manœuvres étaient certes un peu moins précises, mais plus rapides, 15% plus rapides. L'amiral Creighton fronça les sourcils en constatant les résultats. Comment est-ce possible? Le vaisseau humain est, de par sa conception, moins efficace. Le commandant Xilo, qui avait analysé les données, prit la parole. « Monsieur, regardez les temps de réaction de l'équipage. L'équipage crélien fonctionne avec l'efficacité attendue. L'équipage humain, lui, fonctionne au-delà des attentes. Au-delà des attentes? Impossible. Normalement, les équipages fonctionnent quant à leur niveau d'entraînement. Oui, mais, monsieur, j'ai visionné les enregistrements à bord du vaisseau humain. Pendant les pauses entre les tests, l'équipage se détendait. Certains faisaient de l'exercice, d'autres mangeaient ensemble aux messes, d'autres encore lisaient à la bibliothèque. Ils semblaient s'amuser, donc ils n'étaient pas stressés. L'équipage crélien passa sa période de repos dans ces quartiers, suivant le protocole de récupération standard. Ils se reposèrent efficacement, mais sans se détendre. Les humains, eux, se détendirent réellement, réellement. L'amiral Creighton examina les données. Un équipage détendu était plus performant qu'un équipage efficace. C'était absurde, mais les chiffres étaient formels. L'épreuve finale consistait en une simulation de combat. Les deux vaisseaux devaient réagir à une attaque surprise tout en effectuant des réparations. Le vaisseau crélien a réagi rapidement. L'équipage a parfaitement appliqué son entraînement. Ils ont obtenu un bon score. Le vaisseau humain a réagi encore plus vite. Mais surtout, il a fait preuve d'improvisation. Lorsqu'un système tomba en panne, ils rétablirent l'alimentation électrique d'une manière non prévue dans le manuel standard. Cette méthode s'avéra plus efficace que la méthode habituelle. Le commandant Xilo observait la scène, stupéfait. Ils font preuve d'une grande ingéniosité sous pression. Nos équipages suivent le manuel à la lettre. Les leurs, eux, sont suffisamment à l'aise pour innover. Les résultats finaux s'affichèrent. L'UNSS indomitable avait remporté toutes les catégories. Le hall d'exposition était silencieux. L'ambassadeur Telik contemplait les résultats avec incrédulité. Le commandant Chun esquissa un sourire poli sans dire un mot. L'amiral Creighton se leva lentement. Il observa le vaisseau humain rudimentaire, décoré et asymétrique exposé. Puis il contempla sa propre flotte, parfaite, identique et efficace. Pour la première fois en 300 ans de service, il se demanda si l'Imperium n'avait pas commis une terrible erreur. La nouvelle des résultats de l'exposition se répandit à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Les humains, avec leurs vaisseaux étrangement décorés et leurs conceptions inefficaces, avaient vaincu l'Empire crélien sous les yeux de tous.
En quelques semaines, des questions commencèrent à surgir au sein des civilisations de l'espace connu. Une première fissure apparut dans la coalition Venturi. Un jeune ingénieur nommé Ryux servait à bord du croiseur Eternal Silence. Il avait assisté aux essais de démonstration et n'arrivait pas à s'en détacher. Une nuit, seul dans sa cabine, il prit une décision. Il accéda à la base de données de modification du navire et soumit une requête. Il souhaitait aménager un petit salon d'observation à l'avant, une simple pièce avec des fenêtres et des sièges confortables, d'où les membres d'équipage pourraient contempler les étoiles. Son capitaine rejeta immédiatement sa demande, la jugeant inefficace. L'espace est alloué en fonction des besoins opérationnels. Mais Ryu persista. Il soumit des rapports détaillant les données relatives aux performances de l'équipage. Il soutenait que le moral de l'équipage influençait directement l'efficacité opérationnelle. Au bout de 3 mois, son capitaine, à contre-cœur, approuva un petit test. Ryux transforma un débarras en un minuscule salon. Il y installa une grande fenêtre et 6 fauteuils confortables. Il n'en parla à personne, sauf à ses amis les plus proches. Une semaine plus tard, les membres d'équipage découvrirent la pièce. Ils commencèrent à se rendre visite pendant leur pause. Ils s'asseyaient et contemplaient les étoiles. Ils parlaient de chez eux, de leur famille, de leurs rêves. Un phénomène étrange se produisit. L'efficacité de l'équipage augmenta de 8%. La capitaine le remarqua. Elle convoqua Rylix dans son bureau et exigea des explications. Il lui montra les données. Les membres d'équipage qui fréquentaient le salon d'observation se disaient moins stressés. Leurs temps de réaction s'améliorèrent. Leur créativité dans la résolution de problèmes augmenta. La capitaine était sceptique, mais ne pouvait contester les résultats. Elle autorisa le maintien du salon. La nouvelle se répandit. D'autres vaisseaux Venturi entreprirent des expériences similaires. Le capitaine d'un frigo ajouta un petit jardin. Le commandant d'un destroyer autorisa les membres d'équipage à décorer leur quartier. Un vaisseau de ravitaillement créa un espace repas commun. À chaque fois, l'efficacité s'améliorait. L'Impérium galactique le remarqua. L'amiral Crétan convoqua une nouvelle réunion d'urgence de son conseil de guerre. « C'est dangereux » dit-il en évoquant des rapports provenant de toute la galaxie. De jeunes officiers, dans de nombreuses civilisations, abandonnent des principes de conception éprouvés. Ils imitent l'inefficacité humaine. Le commandant Xylo, désormais promu amiral Xylote pour son travail auprès de l'humanité, prit la parole avec précaution. « Monsieur, peut-être devrions-nous enquêter sur les raisons de la diffusion de cette approche. Si plusieurs civilisations adoptent des méthodes humaines, il se peut que nous ayons négligé quelque chose. » « Nous n'avons rien négligé, » répondit Crétan d'une voix ferme. L'Impérium a perfectionné la conception des vaisseaux spatiaux depuis plus de 200 000 ans. Ces jeunes ingénieurs ne faisaient que suivre la tendance. Ils pensaient qu'elle passerait, mais elle ne passa pas. Au contraire, elle s'intensifia. Le Conseil scientifique impérial lança une enquête officielle. Des équipes furent dépêchées pour étudier en détail les vaisseaux habités. Des membres d'équipage furent interrogés. 3000 ans d'histoire de l'exploration spatiale humaine furent passés en revue. L'ingénieur en chef Vorat a dirigé l'étude. Il a passé 6 mois à bord de différents vaisseaux humains. À son retour, son rapport a stupéfié le Conseil. La conception des vaisseaux humains n'est pas inefficace. Elle est optimisée selon des critères différents des nôtres. Nous optimisons l'efficacité mécanique. Eux, ils optimisent le bien-être psychologique de l'équipage. Les membres du Conseil se sont penchés en avant. Vorat a poursuivi. Pendant 3000 ans, les humains ont voyagé à une vitesse supraluminique avant de développer les moteurs FTL. Durant cette période, leurs vaisseaux n'étaient pas de simples véhicules. C'étaient des foyers. Des vies entières s'y déroulaient. Des enfants y naissaient. Des gens y vieillissaient. Des communautés s'y formaient. Il a affiché des images des premiers vaisseaux humains. Ces immenses vaisseaux abritaient des jardins, des écoles, des parcs et des quartiers. C'étaient de véritables villes volantes. Lorsque l'humanité a développé les voyages supraluminiques, elle n'a pas abandonné cette philosophie. Elle a simplement réduit la taille des vaisseaux.
Elle a continué à construire des vaisseaux où l'on pouvait vivre, et pas seulement travailler. Elle a créé des espaces où l'on se sentait chez soi. Une autre scientifique, une psychologue nommée Terra, a apporté ses propres conclusions. J'ai étudié le niveau de stress des équipages, chez différentes espèces. Les équipages impériaux fonctionnent avec un niveau de stress moyen de 73%, considéré comme normal et acceptable. Les équipages humains, quant à eux, fonctionnent avec un niveau de stress de 42%. La différence réside dans leur environnement. Les humains s'entourent de repères et familiers, créent des espaces confortables et tissent des liens à bord de leur vaisseau. Cela a réduit le stress et amélioré les performances. Un membre du conseil a objecté. Mais nos équipages sont entraînés à gérer le stress. Le stress fait partie intégrante des voyages spatiaux. Terra a secoué la tête. Oui, nos équipages savent gérer le stress, mais ils sont plus performants sans lui. Les humains l'ont prouvé. Un équipage qui se sent chez lui, qui a le temps de se détendre, qui considère son vaisseau comme une communauté plutôt que comme un lieu de travail, cet équipage sera toujours plus performant qu'un équipage stressé. Les conclusions finales de Forth étaient encore plus frappantes. Les vaisseaux habités ne sont pas que des machines de guerre. Ce sont des symboles de culture et d'identité. Chaque vaisseau est unique, car chaque équipage l'est aussi. Les décorations, les espaces personnels, les espaces communs, tout cela n'est pas superflu. Au contraire, cela forge la cohésion et le moral de l'équipage. Il marqua une pause et contempla la pièce. Nous, l'Imperium, avons bâti la machine parfaite. Les humains ont construit un foyer capable de se battre. Dans notre quête de la perfection mécanique, nous avons oublié les êtres vivants qui habitaient ces machines. Le rapport du conseil scientifique fut immédiatement classifié. Il était trop dangereux. Si les équipages impériaux apprenaient qu'on les poussait à bout au nom de l'efficacité, leur morale s'effondrerait. Mais le rapport a fuité en quelques semaines. Tous les grands médias de l'Imperium en possédaient des copies. Les ingénieurs l'ont lu. Les psychologues l'ont lu. Plus important encore, les membres d'équipage le lisaient. L'amiral Xylo, assis dans son bureau, suivait les informations. Dans tout l'Imperium, les équipages réclamaient des changements. Ils voulaient des salons d'observation. Ils voulaient de meilleurs quartiers d'habitation. Ils voulaient être traités comme des personnes et non comme des rouages d'une machine. Il pensa à son propre vaisseau, froid, efficace, parfait, vide. Il ouvrit un canal de communication avec le commandant Sarah Chen de l'UNSS Indomitable. « Commandant Chen, ici l'amiral Xylot. J'ai une question. Comment votre espèce a-t-elle découvert cela? Comment saviez-vous que les vaisseaux devaient être des foyers ?» Chen sourit sur l'écran. « Nous ne l'avons pas découvert, amiral. Nous ne l'avons tout simplement jamais oublié. » Quand on passe des années dans l'obscurité interstellaire, un simple travail ne suffit pas à nous maintenir en vie. Il nous faut une raison d'être. Il nous faut une communauté. Il nous faut un foyer. Elle marqua une pause. Votre peuple l'a oublié en cours de route. Vous êtes devenus si experts dans la construction de machines que vous avez oublié que vous les construisiez pour des êtres vivants. Xylo coupa la communication et resta silencieux. L'Imperium avait accumulé 200 000 ans de progrès technologiques. Mais l'humanité s'était souvenue de quelque chose de bien plus important. Les vaisseaux n'étaient pas de simples outils. C'était sauter des foyers, et cela changeait tout. Le maître de flotte Gornat était l'officier le plus décoré de la marine impériale. Il avait commandé des flottes pendant 151 ans. Il n'avait jamais perdu une bataille. Il n'avait jamais remis en question la doctrine impériale. Lorsque de jeunes officiers commencèrent à évoquer la philosophie de conception des vaisseaux humains, il la qualifia de sottise. Lorsque le rapport du conseil scientifique fuita, il le cria à la propagande. Lorsque l'amiral Crétan suggéra d'étudier les méthodes humaines, Gorath refusa. L'Imperium a perfectionné l'art de la guerre. Nous n'avons pas besoin de leçons d'une espèce qui peint des images sur ses vaisseaux. Mais le débat ne s'éteignit pas. De plus en plus d'officiers remettaient en question les méthodes traditionnelles. Le commandement de la flotte décida de trancher la question une fois pour toutes. Un exercice d'entraînement serait organisé.
Le vaisseau amiral de Gornat, le point impérial, affronterait un vaisseau humain lors d'un combat simulé. Gornat accepta immédiatement. Il prouverait que l'efficacité impériale primait sur la sentimentalité humaine. Les humains envoyèrent que l'UNSS Défiant, un vaisseau lourd et frigorifique. Plus petit que l'Imperial Fist, il appartenait néanmoins à la même catégorie pour le combat. Lorsque Gornat l'aperçut sur ses scanners, il éclata de rire. Le vaisseau humain possédait une section le long de son fuselage qui ressemblait à une serre. Des panneaux de verre protégeaient des rangées de plantes en croissance. La décoration de la coque représentait l'océan terrestre, avec poissons et coraux. Sur le flanc, en grandes lettres, on pouvait lire « On est chez soi, là où est le navire. Ce sera facile. » Goroth se tourna vers son équipage. « Préparez-vous au protocole de combat standard. Nous terminerons cet exercice en moins de 6 heures. » Les règles de l'exercice étaient simples. Les deux navires s'affronteraient dans un combat simulé pendant 3 jours. Toutes les armes étaient simulées par ordinateur. Les dégâts étaient calculés par des observateurs neutres. Les navires ne pouvaient pas se blesser réellement, mais l'ordinateur déterminerait le vainqueur d'un combat réel. Le premier jour commençait à l'aube. Les deux vaisseaux décollèrent de leur position de départ. L'Imperial Fist exécuta des manœuvres tactiques parfaites. L'équipage du Gornit fonctionnait avec une précision chirurgicale. Chaque ordre était exécuté instantanément. Chaque système fonctionnait à plein régime. Le vaisseau humain réagit différemment. Leurs manœuvres étaient bonnes, mais pas parfaites. Ils commirent de petites erreurs. Ils improvisèrent, mais ils étaient rapides. Après 8 heures de combat, l'ordinateur déclara l'engagement nul. Gornat était irrité, mais pas inquiet. Son équipage avait accompli une performance irréprochable. Les humains avaient simplement eu de la chance. Les deux vaisseaux firent une pause. Gornat observait le vaisseau humain sur ses écrans. À travers les hublots, il pouvait voir les membres d'équipage s'affairer à l'intérieur. Ils semblaient dîner ensemble dans une grande pièce. Certains faisaient de l'exercice, d'autres s'occupaient des plantes dans la serre. Ils perdaient leur temps. Goroth secoua la tête. Mon équipage se repose tranquillement dans ses quartiers. Les humains, eux, jouent à des jeux. Le deuxième jour commença de la même façon. Encore des simulations de combat. L'équipage impérial a encore une fois réalisé une performance impeccable. Mais Gornat a remarqué quelque chose. Les temps de réaction de son équipage étaient légèrement plus longs qu'hier. Pas de beaucoup, seulement 2 ou 3%, dans les limites normales pour des opérations prolongées. Les temps de réaction des équipages humains, quant à eux, n'avaient pas changé. Leurs performances étaient toujours au même niveau qu'au premier jour. À la fin du deuxième jour, le vaisseau humain menait légèrement au classement général. Gornat analysa attentivement les données. Son équipage commençait à fatiguer. Le stress lié au maintien d'une performance parfaite pendant des heures les épuisait. L'équipage humain, quant à lui, ne semblait pas stressé du tout. Pendant les pauses, Naasis, ils se réunissaient dans leur messe et prenaient leur repas ensemble. Ils organisèrent ce qui semblait être une projection de film dans une salle de détente. Certains membres d'équipage lisaient dans une petite bibliothèque. Gornat envoya un message à ses officiers. « Redoublez d'efforts demain. Nous devons maintenir un niveau de performance optimal. L'équipage se reposera mieux cette nuit. » Le troisième jour était l'épreuve finale. Les deux vaisseaux s'engagèrent dans une vaste bataille simulée contre de multiples adversaires, dans des conditions changeantes. Ce combat devait mettre à l'épreuve l'endurance, la créativité et le leadership des équipages. L'équipage des Imperial Fist était épuisé. Ils avaient opéré à pleine capacité pendant 2 jours et demi. Ils étaient entraînés pour ce genre de situation, mais l'entraînement a ses limites. Leurs temps de réaction chutèrent de 15% en dessous de l'optimum. Des erreurs commencèrent à se produire. De petites erreurs sans conséquence lors d'un bref engagement, mais potentiellement fatales lors d'un combat prolongé. L'équipage humain restait vigilant et dynamique. Ses mouvements étaient rapides et assurés. Face à l'imprévu,
il improvisait des solutions. En cas de défaillance des systèmes, il trouvait des solutions de contournement ingénieuses. Ces temps de réaction demeuraient constants. À midi, la victoire du vaisseau humain était incontestable. Le soir venu, l'ordinateur déclara l'exercice terminé. L'UNSS Défiant avait remporté une victoire décisive. Gornat, assis dans son fauteuil de commandement, contemplait les scores finaux. C'était impossible. Son équipage s'était entraîné pendant des années. Il représentait l'élite de l'Imperium. Comment avait-il pu perdre face à un vaisseau doté d'un jardin et d'une bibliothèque? Le capitaine humain, le commandant Marcus Webb, envoya un message. « Bon exercice, commandant de flotte. Votre équipage a bien combattu. Nous serions honorés de vous accueillir à dîner à bord du Défiant. » Gornat faillit refuser, mais le protocole exigeait une conclusion officielle à l'exercice. Il accepta et prit une navette pour le vaisseau humain. Lorsqu'il monta à bord du Défiant, il fut stupéfait. Les couloirs étaient larges et lumineux. Des œuvres d'art ornaient les murs. Des plantes étaient disposées dans des jardinières à intervalles réguliers. Le vaisseau semblait vivant. Le commandant Webb l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à bord, maître de flotte. Veuillez vous joindre à nous au mess. » Le mess était immense. Il pouvait accueillir au moins 150 personnes. De véritables tables en bois occupaient dans l'espace. Une odeur de cuisine s'échappait des cuisines. Les membres d'équipage étaient assis ensemble, discutant et riant. Gorn fut conduite à une table où prenaient place les officiers supérieurs. On lui servit un vrai repas, et non des compléments nutritionnels. Des légumes frais de la serre. Du pain cuit le matin même. C'était meilleur que tout ce qu'il avait mangé depuis des années. Les officiers humains étaient joyeux et détendus. Ils plaisantaient entre eux. Ils interrogèrent Konkot-Goroth sur sa carrière et l'écoutèrent avec un intérêt sincère. Finalement, Gornat posa la question qui le taraudait. « Comment avez-vous gagné ? » « Mon équipage est mieux entraîné. Mon vaisseau est plus performant. À tout point de vue, nous aurions dû vous vaincre. » Le commandant Webb sourit. « Votre équipage est excellent, commandant, mais il est épuisé. 3 jours de travail acharné l'ont mis à rude épreuve. Mon équipage est également fatigué, mais nous ne sommes pas épuisés. Nous avons pris de vraies pauses. Nous avons partagé de bons repas. Nous nous sommes détendus dans notre jardin. Nous avons regardé un film. Nous nous sommes rappelés pourquoi nous sommes ici, dans l'espace. Nous n'avons pas seulement travaillé efficacement. Nous avons vécu. » Gornat jeta un coup d'œil autour du hall grillagé. L'équipage terminait son repas. Certains rangeaient leurs affaires. D'autres se dirigeaient vers les espaces de détente. Tous semblaient satisfaits, heureux même au sein des Imperial Feast. Son équipage était probablement dans ces quartiers, à cet instant précis, seul, se reposant efficacement, se préparant pour la prochaine mission, poursuivit Webb. L'Imperium construit des machines incroyables, maître de flotte. Mais vous avez oublié un détail important. Les navires ne sont pas seulement manœuvrés par des professionnels, ce sont des êtres humains. Et les êtres humains ont besoin de plus que d'efficacité. Ils ont besoin de communauté. Ils ont besoin de confort. Ils ont besoin d'un foyer. Gornit est resté à bord du Défiant pendant 3 heures. Webb lui a fait visiter le navire. Il lui montra la serre où les membres d'équipage cultivaient des légumes et des fleurs. Il lui montra la bibliothèque où l'on lisait et étudiait. Il lui montra la plateforme d'observation où les membres d'équipage s'asseyaient pour contempler les étoiles. Tout était propre, mais habité. Partout, des touches personnelles, des photos de famille, des peintures réalisées par les membres d'équipage. Un tableau d'affichage avec des messages et des blagues. Quand Gornat revint à bord de l'Imperial Feast, son vaisseau lui parut froid et vide. Il parcourut les mêmes couloirs, traversa les mêmes quartiers jusqu'à sa propre cabine spartiate. Il s'assit et rédigea son rapport. Les humains ne nous ont pas vaincus grâce à une technologie supérieure. Ils nous ont vaincus en se souvenant de ce que nous avions oublié. Ils ont bâti un foyer capable de se battre. Nous avons construit une machine incapable de se reposer. Recommandation : la flotte impériale doit étudier sans délai les méthodes humaines. Nous nous sommes trompés pendant 200 000 ans. Il envoya le rapport au commandement de la flotte et s'assit dans sa cabine froide et fonctionnelle, se demandant ce que son vaisseau aurait pu devenir s'il l'avait construite autrement.
5 ans après le premier contact, la galaxie avait bien changé. Les chantiers navals de l'Empire galactique, qui avaient produit des vaisseaux identiques pendant des millénaires, en fabriquaient désormais de nouveaux, présentant quelques variations. Non pas des refontes complètes, mais de petites modifications. Un salon d'observation ici, une salle à manger commune là, des cabines privées personnalisables. Les changements s'opéraient progressivement. Suite au rapport du commandant de flotte Gornut, le haut commandement impérial ordonna un programme pilote. 3 vaisseaux seraient réaménagés avec des espaces d'équipage plus confortables. Les résultats seraient bien suivis. En 6 mois, ces 3 vaisseaux affichèrent une amélioration de 20% des performances de leurs équipages. Plus important encore, la fidélisation du personnel s'améliora. Des membres du personnel demandèrent leur mutation vers les vaisseaux modifiés. Les rapports sur le moral des équipages ont fait état d'améliorations spectaculaires. Le haut commandement a étendu le programme. Davantage de navires T ont été modifiés. Les nouveaux bâtiments intégraient dès leur conception des dispositifs de confort pour l'équipage. Les ingénieurs qui avaient maintes et consacré toute leur carrière à l'optimisation de l'efficacité mécanique se sont alors intéressés à la psychologie et à l'aménagement du territoire. L'ingénieur en chef Vorat, qui avait d'abord rejeté les méthodes humaines, devint leur plus fervent défenseur. Il conçut une nouvelle classe de croiseurs impériaux dotés de jardins, d'installations de loisirs et de vastes quartiers d'habitation. Il la baptisa classe Unité. Ce vaisseau n'est pas qu'une arme, c'est une communauté. Un équipage qui vit bien sera plus efficace au combat et plus lucide qu'un équipage qui se contente de survivre. D'autres civilisations suivirent cet exemple. L'Empire krélien, humilié par sa défaite à l'Exposition, étudia intensivement les conceptions humaines. La coalition Venturi fit du confort de l'équipage une priorité dans toutes ses nouvelles constructions. Même le collectif Dranti, isolé et qui avait toujours construit les vaisseaux les plus austères de la galaxie, commença à y ajouter de petits aménagements. Le changement le plus radical s'est produit dans la doctrine militaire. Pendant des millénaires, les écoles de guerre ont enseigné que les combats prolongés exigeaient donc la rotation des équipages épuisés. La philosophie humaine a démontré le contraire. Un équipage confortable pouvait maintenir des performances optimales bien plus longtemps qu'un équipage soumis à la pression du stress. Les nouveaux vaisseaux impériaux étaient dotés de salles de méditation, d'installations sportives et même de centres de loisirs. Ceux qui abritaient autrefois des équipages pour des déploiements de 3 mois pouvaient désormais assurer des missions d'1 an sans que les équipages ne subissent de dégradation. Mais les changements allaient bien au-delà de la conception des vaisseaux. C'est toute la culture de la flotte impériale qui s'en trouva transformée. Les officiers, formés à considérer les membres d'équipage comme de simples rouages de la machine, apprirent désormais à les voir comme des êtres humains. Les cours de leadership intégrèrent des modules sur le moral et la cohésion du personnel. L'amiral Silot, premier humain à rencontrer l'humanité, prit la tête du nouveau programme de réforme de la flotte. Il parcourut l'impérium, partageant avec les officiers les leçons que l'humanité lui avait enseignées. Un vaisseau n'est pas un outil, c'est un foyer. Votre équipage n'est pas une machine. Ce sont des personnes avec des besoins, des rêves et des émotions. Prenez soin d'eux et ils surpasseront vos attentes. Le changement le plus visible était d'ordre esthétique, mais significatif. Les navires ont commencé à affirmer leur individualité. Les membres d'équipage ont pu y ajouter leur touche personnelle. Non pas les décorations extravagantes des vaisseaux humains, mais de subtiles variations. Une sculpture ici, une fresque là. Des noms et des symboles qui avaient une signification pour l'équipage. Le vaisseau du commandant de flotte Gornat, l'Imperial Fist, subit la transformation la plus spectaculaire. Fort de son expérience à bord du Défiant, Gornat supervisa personnellement les travaux de rénovation. Le mess fut agrandi et une serre ajoutée. Les quartiers personnels ont été repensés pour permettre la personnalisation. Plus important encore, Gornath a permis à l'équipage de voter pour la décoration du hall du vaisseau. Ils ont choisi un phénix renaissant de ses cendres. En dessous, dans 6 langues différentes, représentant les espèces servant à bord, on pouvait lire
Il n'est jamais trop tard pour changer. Lorsque d'autres commandants de flotte virent cela, certains furent scandalisés, mais la plupart furent intrigués. Et lorsque les performances des Imperial Fist augmentèrent de 18%, les critiques cessèrent. 5 ans après le premier contact, l'humanité renvoya l'UNSS Endeavour dans l'espace impérial pour la signature d'un traité officiel. Le même vaisseau qui avait d'abord semé la confusion chez le commandant éclaireur Kixil arrivait désormais en invité d'honneur. La cérémonie se déroula sur la planète mère impériale. Des représentants de toutes les grandes civilisations étaient présents. L'amiral Crétan, désormais le doyen du haut commandement, a prononcé le discours d'ouverture. Il y a 5 ans, nous avons rencontré une espèce qui a remis en question toutes nos connaissances sur la conception des vaisseaux spatiaux. Nous les avons jugés primitifs et avons estimé que leur méthode était inefficace. Nous avions tort. Il marqua une pause et contempla l'assemblée des délégués. L'Empire galactique existe depuis 200 000 ans. Durant tout ce temps, nous avons perfectionné l'art de construire des machines. Mais nous avons oublié pourquoi nous les avons construites. Nous avons oublié à qui elles étaient destinées. L'humanité nous l'a rappelé. Elle nous a montré que la véritable efficacité ne réside pas dans une ingénierie parfaite. Il s'agit de comprendre les hommes qui font fonctionner ces machines parfaites. Un équipage heureux sera toujours plus performant qu'un équipage malheureux. Aussi performant soit le vaisseau. L'Imperium a construit des machines de guerre. L'humanité a construit des foyers capables de se défendre. Nous avons optimisé tout, sauf le facteur le plus important, le bien-être de notre peuple. Dans notre quête de perfection, nous avons oublié ce pourquoi nous nous battions. L'humanité, elle, ne l'a jamais oublié. Il désigna les hublots d'où orbitaient les vaisseaux de dizaines de civilisations autour de la planète. Regardez notre flotte aujourd'hui. Chaque vaisseau est différent. Chaque appareil reflète la personnalité de son équipage. Nous comprenons enfin que ce n'est pas une faiblesse. C'est la force. Aujourd'hui, nous signons un traité non seulement de paix, mais aussi d'apprentissage mutuel. L'Empire galactique remercie l'humanité de nous avoir enseigné ce que nous avions oublié. Vous nous avez rendu ce que nous avions perdu il y a des millénaires. Vous nous avez rappelé comment bâtir un foyer parmi les étoiles. La cérémonie s'est conclue par la signature. La commandante Sarah Chen, désormais promue amiral, signa pour l'humanité. L'amiral Créton signa pour l'Imperium. Des représentants de 20 autres civilisations apposèrent leur marque. Une réception fut ensuite donnée à bord d'un vaisseau impérial, nouvellement mis en service. Le nouveau départ. Elle fut conçue dès le départ dans un esprit de philosophie humaine. De larges fenêtres offraient une vue imprenable sur les étoiles. Un jardin central procurait un air pur et un espace de rassemblement paisible. Le mess pouvait accueillir 300 personnes autour de tables confortables. L'amiral Chen parcourut le vaisseau en compagnie de l'amiral Xilo. Elle sourit en constatant les changements. « Vous avez fait du bon travail. Ce vaisseau est vibrant de vie. » Xilo acquiesça. « Nous avons appris auprès des meilleurs maîtres. Mais je dois vous demander, lorsque votre espèce a conquis l'espace pour la première fois, avez-vous consciemment décidé de construire des vaisseaux de cette manière, ou est-ce venu naturellement ?» Chen réfléchit un instant. C'était naturel. Nos premiers vaisseaux étaient lents. Les voyages duraient des années, voire des décennies. Nous devions les rendre habitables, sinon les gens deviendraient fous. Nous avons bâti des communautés par nécessité. Lorsque nous avons développé des moteurs plus rapides, nous avons conservé la même philosophie, car elle s'avérait efficace. Nous n'avons jamais considéré nos vaisseaux comme de simples véhicules. Ils ont toujours été des foyers. Xilot s'arrêta à un hublot et contempla la flotte rassemblée. Des vaisseaux de l'Imperium, des Krell, des Venturi, des Danti et d'une douzaine d'autres civilisations flottaient ensemble. Chacun affichait désormais des signes d'individualité. Chacun avait été influencé par la philosophie humaine. Nous avons bâti des empires. Vous avez bâti des foyers. Au final, les foyers étaient maintes plus solides. Chen le rejoignit à la fenêtre. Pas plus solide, juste différent.
Vous aviez l'efficacité, nous avions la communauté. Maintenant, nous avons tous les deux. Les deux amiraux restèrent silencieux, observant la flotte. Des vaisseaux venus de dizaines de mondes, chacun unique, chacun abritant son équipage. La galaxie avait changé. Non par la conquête ou la guerre, mais par une idée simple. Prenez soin de votre peuple et il vous mènera aux étoiles. Une semaine plus tard, les flottes humaines et impériales réunies partirent pour une mission d'exploration commune. Ils voyageraient aux confins de l'espace connu et au-delà. La mission durerait 3 ans. Alors que les vaisseaux atteignaient une vitesse supraluminique, chaque membre d'équipage savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple expédition militaire. Ils rentraient chez eux ensemble, et dans les réfectoires, les salons d'observation et les jardins de ces vaisseaux, des équipages venus de différents mondes se réunissaient, partageaient des repas, racontaient des histoires et tissaient les liens qui les soutiendraient dans l'immensité interstellaire. L'ère des machines parfaites était révolue. L'ère des vaisseaux vivants avait commencé et la galaxie ne serait plus jamais la même.